avec ce thème. Quelles innovations pour nos fermes en 2030? Alors, bonjour messieurs. Alors, les innovations pour les fermes en 2030, on débute tout de suite avec vous, François Rolin. Avant de parler de moyens, on va d'abord parler des objectifs. Quels devront être, selon vous, les visées prioritaires d'un agriculteur en 2030? Moi, j'ai envie de répondre à votre question en se disant, on est au mois de février et il y a juste un an se déclenchait la guerre en Ukraine. Et ça aurait été très drôle de poser la question il y a un an et maintenant de la poser aujourd'hui. Mon point, c'est le suivant, c'est de se dire, il y a tout un tas de bouleversements qui se sont faits depuis un an et des bouleversements qui sont sans doute structurels et des bouleversements qui sont plus conjoncturels. L'impact pour les agriculteurs pour se projeter vers 2030, moi je pense qu'il y a 3 défis à relever. Le premier défi, c'est de dire, on produit quoi ? On produit quoi? On se rend compte, par exemple, lorsque l'Ukraine et la Russie se mettent en guerre, deux pays les plus gros producteurs de tournesol, ça a un impact direct sur l'huile de tournesol et la disponibilité du tournesol en France. On s'est rendu compte d'un seul coup qu'il y avait tout un tas de denrées alimentaires. On pensait qu'on était exportateur, c'est-à-dire qu'on était largement autosuffisant, on avait une souveraineté alimentaire, et on se rend compte qu'on devient dépendant de l'extérieur. Et ça, dans le coup. Que produisons-nous? C'est un point. Est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est structurel? Et je pense que la guerre en Ukraine et en Russie nous pose beaucoup de questions. Le deuxième point, et je pense qu'on aura l'occasion de le détailler plus loin dans la discussion, c'est de se dire qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas de cultures qu'on ne sait plus faire. Il y a eu des témoignages dans les 2 tables rondes précédentes. On prend juste un point, les betteraviers français, au cours des dernières semaines, qui ont fait des communications en disant la fin de la dérogation sur les néonicotinoïdes va sans doute entraîner une baisse de 20% de la sole betteravière en France. Donc il y a tout un tas de cultures qu'on savait faire et aujourd'hui qui deviennent très compliquées et qui vont sans doute, il va y avoir un impact. Première question. Deuxième question, c'est on produit combien? Moi, je passe l'immense majorité de mon temps à l'extérieur de l'Europe, dans le cadre de mon travail. Et on se rend compte que lorsqu'on entend le Green Deal, le Farm to Fork, loin de moi de rejeter tous les très bons éléments qu'il y a dans ces documents-là et dans ce travail-là, mais aller expliquer à un agriculteur brésilien ou aux autorités américaines ou en Afrique ou en Asie qu'on veut baisser la production de 15% et qu'on va renchérir le panier de 12%, c'est juste incompréhensible pour eux. Prenez du temps avec eux le soir autour d'une bière pour expliquer ça. C'est juste incompréhensible. En disant, mais continuez les Européens, c'est très très bien. Continuez. Donc ma question c'est, est-ce que cette réduction de production, est-ce qu'elle est durable? On a parlé de l'augmentation des rendements en blé qui stagne depuis plusieurs années. Il y a vraiment un vrai enjeu sur le combien on doit produire. Et le dernier point, c'est on produit comment? On a tout un tas de défis, de nouvelles technologies qui arrivent, mais de toutes les technologies qui étaient simples, faciles à mettre en œuvre et qui n'étaient pas chères, et je pense notamment à la production phytosanitaire, la protection phytosanitaire, on se rend compte que ces moyens diminuent, le nombre de solutions diminue. Et donc ça devient de plus en plus complexe pour lutter contre certains bioagresseurs ou contre les stress liés à l'environnement. C'est beaucoup plus compliqué et il faudra mettre en œuvre beaucoup de technologies complémentaires pour arriver. Et donc, c'est ce que disait Laurent Guerrero tout à l'heure, on va remettre l'agronomie au centre du débat. Donc, on parle aussi de création variétale. Alors, vous aviez dit en préparant cette table ronde, moins on a de solutions disponibles, plus l'agronomie revient au centre. Donc, il n'y aura pas un seul levier justement à activer pour répondre à toutes ces exigences d'ici à 2030. Voilà, pour moi, c'est la notion de simplicité et de complexité. Aujourd'hui, pour faire face à un bioagresseur, lorsqu'on n'a pas une solution simple, on est obligé de mettre en œuvre tout un tas d'éléments, des techniques culturales, l'adaptation des variétés, choisir la variété qui est le plus adaptée aux conditions pédoclimatiques de l'exploitation ou même de la parcelle, mettre tous les moyens qui sont en œuvre pour réussir à lutter contre ces éléments-là. Et je pense que l'agronomie, c'est par définition la synthèse de tout ce qui se passe sur la parcelle et ça va revenir au centre du débat. Alors on poursuit avec vous, François Rolin. Outre la création variétale dont vous venez de parler, l'agronomie, il existe aussi les solutions de biocontrôle. On va les aborder aujourd'hui aussi. On voit que ça bouge au niveau européen actuellement. Est-ce que ce sera aussi un outil de la ferme en 2030 ?
Pour moi c'est évident. Qu'on parle de biocontrôle, c'est-à-dire vraiment de la façon dont on pourra contrôler les bioagresseurs, notamment les maladies et les ravageurs, ou les biostimulants, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de la diminution des engrais et des fertilisants conventionnels. Tout ça, ça va faire partie de tout un tas de technologies qui vont être dans la boîte à outils de l'agriculteur pour pouvoir trouver des solutions et continuer à produire. Alors Christian Huyghe de l'INRAE, merci d'être là aujourd'hui. La France prévoit justement de coupler la recherche publique et privée en matière de biocontrôle. On a envie de vous entendre là-dessus. Comment est-ce que vous allez travailler tous ensemble ? En fait, ça s'inscrit dans le cadre du Grand Défi, qui est une partie, Grand Défi biocontrôle et biostimulant, qui est une partie de la stratégie d'accélération pour l'agriculture. En fait, c'est une forme de partenariat public-privé où on met les capacités de la recherche publique, les capacités des entreprises, non pas au service des systèmes d'aujourd'hui, mais au service des systèmes de demain. En fait, ça rejoint la question dans les fermes en 2030, et ça a été assez bien illustré par la table ronde d'avant. En fait, est-ce que la trajectoire d'aujourd'hui permet d'atteindre une trajectoire à long terme ? En d'autres termes, est-ce que la dérivée seconde est nulle ou pas ? Et en fait, la période que l'on vit, elle a une dérivée seconde extrêmement forte. Ça veut dire qu'en gros, on a des déformations qui sont majeures. Et donc, je ne réponds pas du tout à votre question pour le moment, mais je vais finir par y arriver, ne vous inquiétez pas. Je pense que la question fondamentale que l'on a derrière ça, c'est qu'est-ce que l'on cherche à concilier ? Ce que François Rollin disait, on a cette fonction productive et une fonction de performance économique, c'est une obligation. On a une fonction environnementale qui est une performance environnementale, elle est obligatoire. En fait, elle n'est pas obligatoire à cause du Green Deal, elle est obligatoire en tant que telle. On a une forme de responsabilité. Le monde agricole a une culture de la responsabilité. Est-ce que avoir un impact sur le climat qui est juste non soutenable, au rythme actuel, il n'y a plus d'agriculture française en 2100 parce qu'on fait plus 6 ou plus 8 degrés dans certaines régions. Ce n'est pas difficile, il n'y a plus rien. Donc d'une certaine façon, il y a une forme de responsabilité à agir, et puis il y a une qualité de l'air et de l'eau qu'on doit utiliser, sans parler de la biodiversité. Et je vais après revenir sur votre point, ne vous inquiétez pas. Sur la biodiversité, en fait, on l'a aujourd'hui vu comme quelque chose à maîtriser. Ce qu'on n'a pas vu, c'est la masse de services qu'elle nous rend. Quand on parle de biocontrôle, en fait, indirectement, ce qu'on cherche à faire, c'est à utiliser énormément de capacités offertes par la biodiversité, en général microbienne, à notre service. Et donc, l'enjeu en fait, que l'on a dans ces grands systèmes et ces grands systèmes financés, c'est d'avoir du travail ensemble, mais de la définition ensemble du long terme et de la définition ensemble de la trajectoire. Et on a besoin pour ça d'être sûr des concepts dont on parle. En fait, vous avez beaucoup parlé de technologie. Je suis arrivé au moment où vous parliez NBT, donc je suis désolé. Vous insistez. Non, mais Vincent a souligné le point tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en fait, la question, elle est quel est le niveau de complexité du vivant qu'on accepte ? On a beaucoup parlé variété. Une fois de temps en temps, pour ce qu'on amène chez l'agriculteur, ça s'appelle une semence. Et en fait, on a aujourd'hui une forme de réduction qui consiste à dire la semence égale le génotype de la variété. C'est une erreur, en fait. Quand vous regardez un végétal dans le sol, vous plantez une graine et vous regardez ce que ça devient. En fait, ce que la plante, extrêmement vite, elle va coloniser, elle va récupérer une communauté microbienne extrêmement large. Elle va, pour la faire vivre, mettre du sucre. L'économie du système est assez intéressante. En fait, la plante a un taux de retour sur investissement qui est à peu près de 1 million. C'est-à-dire l'énergie qu'elle injecte lui permet de récupérer énormément plus. Et la question que l'on a, et pour moi elle est centrale, est-ce que demain, et 2030 ça sera ça, est-ce que 2030 on va vendre des variétés qui sont des plantes, uniquement le génotype végétal, ou on va vendre un holobionte, c'est-à-dire la plante plus une communauté microbienne. Et moi je suis intimement persuadé que c'est ça qu'on va faire, et que c'est ça qui va être central dans l'innovation en 2030. Et ça rejoint complètement la question de l'agronomie, c'est comment on met ça en système. En fait, ce qui fait qu'on ne va pas, je vais faire un clin d'œil à Laurent, on ne va pas revenir à de l'agronomie, en fait. On va inventer l'agronomie de demain qui va être fondamentalement différente de ce que l'on a aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai fait un long détour.
Non, et puis vous n'avez pas répondu. Alors la recherche, on va dire. Mais c'est Recherche, comme disait recherche Marché, couplée. c'est votre question, c'est ma réponse. Et on vous écoute. Recherche couplée autour du biocontrôle, est-ce que ça va être le cas? Alors moi, je m'en permets une autre. Est-ce que ça va être le cas autour de la sélection variétale aussi? Sur la sélection variétale, on a la même chose, puisque, alors c'est pas un grand défi, c'est un truc qui s'appelle un PEPR, Programme et équipement prioritaire de recherche, qui se met en place autour de, le titre est forme de périphrase, sélection végétale avancée, pour ne pas dire investissement massif de la recherche publique et privée sur l'édition du génome. Comment on arrive à alimenter, à répondre aux questions qui ont été soulevées tout à l'heure. C'est à la fois, il y a des questions technologiques, c'est indubitable, parce que c'est pas parce qu'on a réussi à le faire sur une espèce modèle qu'on arrive à le faire de façon efficace sur toutes les cultures. Le deuxième point, c'est quel trait on veut modifier. La technologie, c'est une chose, mais la technologie, c'est assez facile. Mais qu'est-ce que l'on veut faire avec ça? Donc, où on va modifier, alors quand on dit on va faire de l'édition du génome pour s'adapter au changement climatique, je ne sais pas si vous avez regardé ce qu'il faut changer sur une plante pour la rendre adaptée à un changement climatique, mais il faut taper un peu partout dans tous les sens. Et en tout cas, on ne sait pas trop comment on y va, donc on va alimenter ça. Puis le dernier élément, c'est qu'on va regarder l'ensemble de la dimension sciences humaines, sociales et juridiques, parce qu'effectivement, il y a des questions juridiques. Parmi les questions juridiques, il y a la propriété intellectuelle, ça a été soulevé, où il y a des choses qui sont liées à la technologie, les brevets sur les technologies, et les brevets sur les traits édités, c'est une décision des entreprises. Donc vous soulignez à nouveau le fait qu'il y aura besoin de plusieurs leviers, même pour 2030. Il y a toujours besoin, il y aura besoin de tas de leviers, il n'y a pas un seul qui va répondre à tout. Dieu merci. Et la recherche, justement, elle se conçoit comment autour de tous ces leviers? J'avais posé la question tout à l'heure à Monsieur Guerrero. Est-ce que cette conception, la recherche, vous travaillez en silo ou vous travaillez avec l'ensemble de ces leviers possibles déjà? On ne travaille pas du tout en silo, mais vraiment pas. Donc dans l'établissement que j'ai la chance de contribuer à diriger, on a des orientations stratégiques. Elles sont portées non pas par la technologie, mais par la cible à atteindre. Et donc, on en a un sur changement climatique et biodiversité, qui est transition agroécologique et alimentaire, dont je suis plus spécifiquement responsable. C'est quoi la cible? Et je pense vraiment la question, c'est la cible que l'on veut atteindre et comment on la construit. Comment nous, en recherche, on arrive à construire des formes de scénarios non prescriptifs qui forcent la recherche à explorer des leviers où elle n'irait pas. On a cité l'exemple, on parle une fois de temps en temps de NBT, une fois de temps en temps de pesticides. On a mis en programme prioritaire sur qu'on appelle zéro pesticide. Là aussi, on a fait une jolie périphrase, on appelle ça cultiver, protéger autrement. Mais zéro pesticide, ce n'est pas pour dire demain tous les agriculteurs font zéro pesticide. Je veux dire, si on met ce scénario-là, c'est quoi les recherches que l'on fait? Et on n'aurait pas forcé autant la recherche sur les microbiotes, que ce soit rhizosphérique, phylosphérique ou endosphérique, si on n'avait pas mis ce secteur-là. Et donc, l'objectif de la recherche, c'est de dire, si on veut aller là-bas, de quelles connaissances on a besoin. Et après, la logique de construction de partenariat, elle est facile, en particulier avec le secteur semencier. Il y a une histoire de partenariat qui est très, très longue. Je ne suis pas tout jeune et depuis toujours, on a eu des relations avec le secteur semencier. Il y a des secteurs où c'est moins la culture, mais on le construit aussi. Alors, qui dit cible dit terroir, donc vous adaptez aussi au moment de la recherche, on est capable de dire que ce sera possible sur tous les terroirs ou sur certains terroirs? Alors cette question du terroir, elle est intéressante et c'est un des points les plus délicats sur le plan fondamental et théorique de l'agroécologie. En fait, l'agroécologie, elle consiste à utiliser plus de diversité fonctionnelle au service de plus de régulation biologique et elle est dépendante du milieu où ça se fait. Et donc, en fait, là où l'agroécologie, elle nous pose tous collectivement une question centrale, c'est qu'en fait, on vient maximiser la dépendance aux conditions locales, là où les 40 dernières années dites d'intensification, je n'aime pas ça du tout parce qu'en fait, ça ne veut rien dire, mais période d'intensification, on conduit à réduire la dépendance aux conditions locales. Donc, en gros, des solutions qui marchent à peu près partout, en réduisant dans les 3 gros capitaux qu'on utilise, on utilise le capital travail, le capital technologique et le capital naturel, en disant en fait on va maximiser le capital technologique, ce qui fait que ça nous rend un peu plus indépendants des deux autres. Et en fait là on fait un virage à 180 degrés, on augmente la dépendance aux conditions locales, ce qui veut dire des solutions, alors je ne veux pas dire une variété partout, mais c'est les combinaisons de variétés qu'il faut, combinaisons de leviers qu'il faut adapter. Et le défi, il est sur le conseil et l'accompagnement. Et donc, voilà.
Merci beaucoup. Alors Stéphane Jézéquel d'Arvalis, merci d'avoir patienté. La ferme 2030, je vous pose la même question. Pour Arvalis, elle ressemblera à quoi? Alors, bien sûr, on a listé tout un tas d'innovations qui aideront à constituer la ferme 2030, mais je préférerais peut-être vous proposer de reformuler la question. Ce qui est surtout intéressant, c'est l'agriculteur de 2030. Et puis après, il aura la ferme qui lui correspond, si j'ose dire. Parce que, pour reprendre la balle au bon par rapport à ce que disait mon voisin, le challenge de la transition agroécologique, c'est d'être d'accord sur le point d'arrivée, effectivement, et donc de quelle connaissance on a besoin pour aider à ça. Et surtout, c'est de tracer des trajectoires pour y arriver. Les tables rondes précédentes l'ont souligné aussi. Donc ça, il faut centrer cette réflexion sur l'agriculteur en 2030. Et il y avait des agriculteurs dans les tables rondes précédentes qui nous ont dit je sais ce que je fais aujourd'hui, mais je suis bien incapable de vous dire ce que je ferai demain. Donc, quelles innovations peuvent aider à construire ce que seront les pratiques agricoles de 2030 que mettra en œuvre l'agriculteur de 2030? Alors, on les a listées plutôt sous un aspect thématique jusque-là. On a parlé de l'édition génomique, qui est presque déjà proche de nous avec les contraintes réglementaires. Christian Huyck vient de parler de tout ce qui pourrait sortir de la connaissance du microbiote, enfin des microbiotes, de la plante, de la semence, des racines, etc. Alors, sans doute, ça ne sera pas prêt, ça, pour 2030, mais pour après, oui, c'est une piste certainement très, très prometteuse. On pourrait citer la robotique. Il y a aussi un grand défi robotique. On a cité les bio-intrants. Alors, je dirais même les nouveaux intrants, pas que bio. Il y a biocontrôle, biostimulant, mais par exemple, de l'azote minéral, engrais fait à partir de, non pas du gaz naturel, mais de l'électrolyse de l'eau en prenant la partie hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. Bon, c'est pas bio, mais ça aussi, ça peut être des nouveaux intrants qui seront bientôt certainement à disposition. Mais tout ça, c'est une vision thématique des choses. On vient de le dire, il faut passer à une vision combinatoire et utilisation par l'agriculteur. Voilà. Donc là, je dirais, les innovations qu'on est en droit d'attendre et qu'il faut qu'on travaille, elles sont à plusieurs niveaux. Il y a l'amélioration des intrants, ce qu'on vient de dire, avec des choses moins dépendantes des pesticides, moins dépendantes des intrants de synthèse, l'efficience d'utilisation de ces intrants, notamment l'eau par la plante. Il y a aussi la manière dont l'agriculteur va l'utiliser, c'est-à-dire, en fait, quel challenge il a devant lui. Il a deux choses. Je dois m'adapter à un climat de plus en plus chaotique et imprévisible. On en a parlé dans la première table ronde. Donc, c'est en fait comment j'ajuste ma conduite de culture au fil du climat de l'année. Et donc, là, il faut plutôt ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Ce n'est pas thématique, mais c'est comment je fais la synthèse et que je trouve les bonnes combinaisons avec des outils très, très réactifs pour tenir compte du climat qui va arriver, tenir compte de l'état des cultures, tenir compte de l'état du sol. Donc ça, c'est pour les ajustements au jour le jour, je dirais, très dynamiques. Et puis, on sait que ça ne suffira pas. Donc, il y a une réflexion plus stratégique sur le système de production. On a eu des exemples tout à l'heure ce matin en disant moi, j'ai augmenté ma rotation. Je suis passé de 3 cultures à 9. Puis finalement, il y en a, je n'arrive pas trop à les cultiver parce qu'il y a des problèmes. Donc, je réduis. Voilà. Mais c'est réfléchir à des systèmes plus agroécologiques, c'est-à-dire qui favorisent la mise en place des régulations naturelles, mais qui sont aussi plus résilients face au dérèglement climatique. Donc l'agriculteur, il faut lui amener des innovations pour 2030 qui l'aident à résoudre ces différents problèmes. Et notamment en matière de sélection variétale. La sélection variétale peut être l'une des réponses justement pour l'amener à résoudre ces différents problèmes. Tout à fait, c'est un levier majeur, surtout si, comme le disaient les intervenants de la table ronde précédente, on connecte les aspects génétiques à l'agronomie plus générale, le sol, le climat, etc. Donc c'est de la sélection variétale avec une vision très très large. Alors c'est pas tout d'avoir des leviers, mais aussi comment Arvalis prévoit d'accompagner et de faciliter le travail des agriculteurs pour d'ici à 2030. Alors
nous aussi, on fait un peu, on essaie de faire notre révolution là-dessus. Hein. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a beaucoup communiqué aux agriculteurs thématique par thématique, en leur disant, bah, écoutez, on fait des essais, on va vous dire les meilleurs créneaux de semis, du blé tendre, les meilleures variétés, votre bouquet variétal le plus adapté pour votre terroir et vos risques locaux. Et puis on va vous donner les meilleures solutions de nutrition, azotée, etc. Et puis on va vous dire comment il faut protéger contre les maladies. Donc on s'est adressé jusque-là très thématiquement aux agriculteurs pour leur amener des solutions. Et ils nous disent aujourd'hui, ça suffit plus. Parce qu'en fait, ce qui est difficile pour nous, on vous croit, hein, voilà, on a leur confiance et ils nous croient dans nos conseils, mais ils nous disent, nous, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de faire la synthèse. Bon, de s'adapter à des climats très chaotiques, ok, on l'a déjà dit, et surtout de faire la synthèse, parce que finalement, les filières nous demandent de la qualité, il faut qu'on le fasse en quantité parce que c'est notre revenu, et la société nous demande de restaurer, de sauvegarder, de développer la biodiversité, de stocker du carbone, etc. Et donc en fait, quand vous nous amenez vos solutions thématique par thématique, ce qui est difficile pour nous, c'est de faire la synthèse. Donc on se dit, pour s'adresser à l'agriculteur et l'aider en 2030 à organiser ses pratiques culturales, il faut qu'on lui amène des combinaisons qui soient multiperformantes, c'est-à-dire qui lui assurent une quantité, une qualité, une moindre dépendance aux intrants, un respect de la biodiversité, une neutralité carbone, tout ça à la fois. Donc vous imaginez la complexité. Donc il faut le dessiner, ce portrait de multiperformance. Il faut être d'accord, et ça revient à ce que disait Christian Huyghe, il faut être d'accord sur le point d'arrivée. Et donc il faut construire avec les agriculteurs, avec les filières, avec les territoires, toutes les parties prenantes, ce point d'arrivée. Et une fois qu'on a défini le point d'arrivée, nous, on peut travailler aux meilleures combinaisons qu'on peut proposer aux agriculteurs. Mais tant qu'on n'est pas d'accord sur ce point d'arrivée, on n'est pas capable d'amener des solutions combinatoires et on en reste à des conseils très thématiques qui sont de moins en moins utilisables par les agriculteurs. Oui, alors même question à vous, Monsieur Rolin. Comment est-ce que vous prévoyez d'accompagner, différemment les agriculteurs d'ici à 2030 ? Alors vous adressez à quelqu'un qui travaille dans un groupe coopératif. Donc nous, l'enjeu numéro 1, c'est que tous les décideurs chez Limagrin est né finalement d'une coopérative qui a dit « j'ai besoin de créer sur une zone où les agriculteurs ont des petites surfaces, dans une zone complètement enclavée, loin des ports et de l'industrie de transformation, il faut que je crée de la richesse pour mes agriculteurs ». Et c'est comme ça qu'est né le développement à l'international de l'activité semencière. Et aujourd'hui, dans un groupe coopératif, toutes les décisions sont prises par des agriculteurs. Donc, quand on arrive pour parler, je vais prendre un exemple très concret, en disant, les NBT, chez Limagrin, qu'est-ce qu'on fait ? Les décideurs chez nous, c'est les agriculteurs. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils nous disent, vous arrivez avec un projet d'investissement, très bien, vous y croyez ou pas ? Et la deuxième chose qu'ils nous posent comme question avant de décider, c'est de dire, ça va prendre combien de temps ? Et au bout de combien de temps on pourra voir qu'on a pris une bonne ou une mauvaise décision. Et donc cet accompagnement-là, je dirais qu'il est en permanence, c'est-à-dire que les agriculteurs arrivent et nous posent des questions qui sont d'un pragmatisme fou, en disant quel est le bénéfice pour les agriculteurs, en quoi ça va créer de la richesse, et c'est à nous d'apporter cette démonstration-là. Le dernier point que je voudrais ajouter par rapport à ce contact permanent qu'on a avec nos agriculteurs décideurs, c'est leur sens de l'audace et de l'innovation. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de courants d'activité dans l'économie pour lesquels l'adoption de l'innovation est aussi rapide. Les agriculteurs ont montré depuis la dernière guerre, la rapidité avec laquelle, dès qu'il y avait une technologie nouvelle, ils étaient capables de la mettre en œuvre et de la vulgariser très rapidement pour montrer un progrès. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments de comparaison dans d'autres secteurs d'activité avec une telle rapidité de l'adoption de l'innovation. Et alors, en matière, justement, comme vous parlez de co-construction, on va dire, qu'est-ce qui est le plus attendu aujourd'hui en matière de sélection variétale ? Qu'est-ce que vous demandent le plus les agriculteurs ? Alors, ce qu'il y a de très drôle, c'est que mes confrères pourraient enchérir là-dessus. Vous pouvez aller dans n'importe quelle région du monde. Lorsque vous présentez une nouvelle variété, la première chose qu'un agriculteur demande, c'est « ça fait combien de rendement par rapport à ce que je faisais d'habitude ?» Systématiquement, le premier critère, c'est le rendement.
Ensuite, ils disent, je veux quelque chose qui soit adapté à mon terroir. En disant, moi j'ai des sols qui sont lourds ou j'ai des sols qui sont drainants, j'ai un problème d'alimentation en eau, je peux irriguer, je ne peux pas irriguer, comment ça se comporte par rapport à comment cette variété se comporte. Et ensuite, de façon évidente et de plus en plus, c'est quoi la sensibilité aux bioagresseurs, c'est-à-dire résistance maladie, résistance aux viroses, résistance aux attaques de ravageurs. Alors, juste, on va poursuivre avec vous, Monsieur Huyghe. Non, je reviens avec vous, Monsieur Rollin, parce que vous m'avez interpellé. Vous avez dit justement les nouvelles technologies, ça peut être un sujet qu'on amène. Alors, je me permets d'en reparler. Est-ce que c'est un sujet chez Limagrain aujourd'hui ? Évidemment. Et pourquoi ? Parce qu'on a une activité qui est mondiale. On a une ambition qui est mondiale. Je vais prendre l'exemple du blé. Aujourd'hui, on vend des semences de blé pratiquement dans le monde entier. On pourrait dire, le blé, il n'y a rien de plus particulier que le blé dans la mesure où on vend des variétés de blé qui sont adaptées aux modes de consommation locaux. On ne mange pas le pain qu'on mange en Allemagne, n'est pas le même pain qu'on mange en Angleterre ou qu'on mange en France ou aux États-Unis. Et pour autant, on a des transferts de génétique, de traits, on teste nos variétés de blé, les mêmes variétés de blé sur l'ensemble des continents pour justement essayer d'identifier des traits et des comportements qui permettent de dire, tiens, on a observé que sur cette nouvelle maladie qui n'existe pas encore dans ce territoire-là, on a cette variété qui possède ce trait qui pourrait être intéressant pour le futur. Et c'est comme ça qu'on apporte de l'innovation. Donc vous en discutez déjà. Alors Christian Huyghe, est-ce que c'est aussi, je me permets de vous poser la question, est-ce que c'est un sujet aussi à l'INRAE, ces nouvelles technologies ? On espère. Je pense qu'il faut arrêter de faire une focalisation sur les technologies. La technologie, c'est une chose, c'est l'utilisation qui pose potentiellement question ou qui rend le service. Là, on est tous totalement focalisés sur les NBT. Si on avait fait la même séquence il y a 12 ans ou 13 ans, 12 ans, en fait, la question qui a été posée, c'est à quelle vitesse on va adopter la sélection génomique. Sélection assistée par marqueur, avec la connaissance. Donc, il y avait un papier qui avait juste été publié par Meuwissen en 2009 sur la sélection génomique pour les bovins laitiers. Et tout le monde disait « Ah oui, mais nous, quand est-ce qu'on l'aura ?» Et donc, la France va être en retard. J'adore le terme « pays avancé », en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus un obtenteur qui ne l'utilise pas. Donc, mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est on l'utilise pour aller où ? Et on a fait des PIA 1 sur à peu près toutes les espèces pour se doter de ça. Donc, la technologie, il faut avoir une maîtrise de la technologie pour pouvoir l'utiliser, savoir comment on la met en œuvre et comment on la met en œuvre avec les autres outils. Parce que si vous faites des NBT, mais que vous oubliez que vous avez de la sélection génomique, que vous oubliez que vous avez des fonds génétiques et des ressources génétiques, et il faut préserver tout ça, en fait, vous allez dans le mur avec vos NBT. Donc, INRAE est totalement impliqué là-dedans, sur les aspects techniques, sur les aspects des caractères, sur les aspects de l'articulation avec les autres leviers, et sur les aspects sciences humaines et sociales. Je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant sur le fait que la question sciences humaines et sociales, elle est centrale. Il y a des questions d'économie, il y a des questions de sociologie, il y a des questions de droit. Et quand on parle de questions d'acceptabilité sociale, en fait, on est toujours dans une question de « je vais chercher à convaincre les autres parce qu'ils sont nuls ». Oui, mais il faut réussir à comprendre en fait, pourquoi une société, à un moment donné, se positionne d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'elle a plus raison que les obtenteurs. Et puis les chercheurs, ils ont une position assez relaxe parce qu'on regarde ça de l'extérieur. Mais même si à titre individuel, moi j'ai une position, mais il faut vraiment réussir à comprendre ça. Et d'une certaine façon, et c'est ce qu'on essaie de faire dans des évolutions sur les façons de faire de la recherche, c'est comment, au travers de ce qu'on appelle les sciences participatives, on élabore avec la société, avec les agriculteurs, avec ceux qui jettent un regard sur l'agriculture vue de l'extérieur. C'est quoi la cible ? On revient à cette question de cible. Et en fait, on se retrouve à avoir une discussion sur la cible et les moyens pour y arriver. Et je pense qu'il y a un mot qu'on a tendance à oublier. Et on a fait un rapport dans le cadre du comité scientifique du CTPS à la demande du CTPS plénier sur les NBT. Et on l'a remis au mois de novembre l'année dernière, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et où en fait, il y a un mot qui émerge à partir de là, c'est qu'est-ce qui se passe si on réfléchit ces technologies à l'aune du bien commun ? Et en fait, le bien commun, Laurent a mentionné tout à l'heure quelque chose qui est extrêmement important. Il y a un mode de propriété intellectuelle qui a été mis en place en 1961 par la Convention de Paris qui s'appelle le certificat d'obtention végétale. Et mode qui est qualifié en droit de sui generis,
En gros, ça veut dire qu'il ne ressemble à rien. Il n'y avait rien qui existait de ce type-là avant. Et ce modèle-là, il est bâti autour de l'idée que le progrès génétique est un bien commun. En gros, il contribue à aller ensemble quelque part. Et que l'ouverture, donc la disponibilité du matériel génétique, est un bien commun. Si vous regardez les NBT et toutes les autres technologies, mais on va regarder surtout celle-là, autour de cette aune du bien commun, eh ben, en fait, vous changez un tout petit peu de pied. Voilà. Vous posez la question de est-ce qu'on doit accélérer le progrès? La réponse, elle est oui. Est-ce qu'on a besoin des ressources génétiques? On n'en parle plus du tout là, mais la réponse, elle est oui, elle est centrale, c'est essentiel. La question de comment on combine les différents traits les uns par rapport aux autres, c'est là qu'on a besoin aussi de dialoguer avec la société. Et puis il se pose la question de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle qui déciderait de breveter les traits, elle considère que la notion de partager, elle n'existe plus. Et d'une certaine façon, c'est la fin de ce qui a été un peu la construction de Semae. Et je comprends ce que vous dites. Après, c'est intéressant aussi d'éclairer les sujets pour trouver chacun sa position autour de cela, sans forcément d'opposition. Alors, plus largement, sur la sélection variétale, vous allez travailler à l'INRAE sur quels critères? Est-ce qu'il y a des critères prioritaires par rapport à d'autres? Alors, on travaille sur à peu près tous les caractères qui font qu'une variété répond à une demande sociétale. Et la demande sociétale, c'est... Comme l'a dit François Rollin, il faut que ça produise. Il ne faut pas oublier que ça doit être d'une qualité nutritionnelle suffisante. Parce que il ne suffit pas de faire des quintaux, encore faut-il que ça contienne, réponde à la capacité alimentaire, à la capacité à transformer. Donc en gros, tout ce qu'il y a dans la valeur intrinsèque d'un produit, des traits qui vont permettre de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. L'histoire, elle est enclenchée, et elle est enclenchée depuis très longtemps, d'avoir des résistances aux maladies. C'est un peu plus compliqué d'avoir une capacité à gérer le désherbage, j'y reviendrai dans une seconde. Améliorer l'efficience azotée. En fait, le grand défi que l'on a, ce n'est pas tellement les problématiques phytosanitaires. En fait. La grande problématique que l'on a, c'est l'azote en agriculture. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et si vous regardez la totalité non pas des gaz à effet de serre émis, mais du Global Warming Power Star, comme ont développé les équipes d'Oxford, et ben en fait, l'ensemble du delta de contribution à l'augmentation et à l'accélération du changement climatique en agriculture, quasiment la totalité est liée à l'azote. Et si vous avez le temps, on pourra faire un développement là-dessus, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Et donc, c'est travailler cette question-là. Alors, le terme résilience, il est assez compliqué à travailler. Il appartient beaucoup plus à la diversité, mais on le prend en compte. Et puis, il y a un élément sur lequel on cherche à travailler. C'est le fait qu'on fait l'hypothèse que demain, les couverts qu'on va travailler ne seront plus des couverts avec une seule variété, un seul génotype, tel qu'on l'a développé au cours des 40 ou 50 dernières années. On va aller vers plus de diversité au sein du couvert, diversité intraspécifique. Et donc, on a beaucoup de travaux sur les mélanges, sur les fourragères. Cher à un certain nombre d'entreprises dans la salle, il y a naturellement de la diversité dans les variétés. Donc des mélanges de variétés et des mélanges d'espèces. Et l'adaptation, et en particulier la maîtrise, la gestion du désherbage, mais aussi la gestion de l'enrichissement et le retour de carbone au sol via les plantes de service, ça passe par une augmentation de la diversité spécifique dans les couverts. Donc c'est tous ces traits-là qu'on regarde et on s'amuse beaucoup en le faisant sur beaucoup, beaucoup d'espèces. À un moment donné, au sein de la maison, on avait réduit énormément le nombre d'espèces qu'on travaillait, en particulier au moment où il fallait approfondir très très vite la connaissance qu'on avait sur les génomes dans les années 90. Aujourd'hui, on a plutôt une augmentation du nombre d'espèces travaillées parce qu'en fait, on fait beaucoup de génétique translationnelle. C'est-à-dire ce qu'on apprend sur une espèce, on peut le glisser assez vite sur une espèce assez éloignée. Alors, ça nous amène à la question peut-être de Christophe Voisard de tout à l'heure. La tomate cerise, on aura peut-être son effet bientôt sur la betterave ou pas? Vous faites le lien ou pas? En fait, je passe la moitié de ma vie à parler des néonicotinoïdes, donc ça ne va pas changer en fait aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué sur la betterave que sur la tomate cerise, parce que sur la betterave, il faut qu'on s'occupe de 4 virus qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres en fait. On a 4 virus, il y a 2 polérovirus, un clostérovirus et un potivirus, c'est la pagaille.
La génétique, elle y travaille. Donc les obtenteurs, tous les obtenteurs sont sur le coup. Effectivement, si on avait des NBT, aujourd'hui, on n'irait pas plus vite parce qu'en fait, on ne connaît pas toutes les séquences disponibles. Quand on les aura, on pourra faire. Mais enfin, le mais, il peut être vu de façon négative. Mais on va faire tout ça. Mais il faut être vraiment conscient du fait que si vous avez une configuration avec un gène de résistance et que vous mettez le gène sous pression, il se casse la figure. Dans l'histoire de la sélection, il n'y a qu'un seul cas d'une résistance monogénique qui n'a pas bougé. Dans les autres cas, ça s'est cassé la figure. Et sur la betterave, on aura du mal à faire du polygénique pour tout le monde. Donc, il faut faire ça. Et dans le même temps, il faut travailler sur deux choses. Faire en sorte que ces fichus pucerons, ils arrivent le plus tard possible. Alors, vous pouvez dire, eh bien, on n'a qu'à mettre des insecticides. Oui, mais ils ont beaucoup d'autres inconvénients. Et donc, on réfléchit à des produits de biocontrôle, à des plans de campagne, à des tas d'autres choses, des chéromones, bon, bref. La créativité est au maximum et ça avance un peu dans tous les sens. Et il faudra travailler ça. Si on arrive à reculer, eh ben en fait, ça va tenir. Et puis, le deuxième point, c'est réfléchir à où sont ces fichus virus. Les virus, ils passent l'hiver dans des plantes vivantes. De plus en plus, on a l'intime conviction que la totalité du cycle est accomplie sur la betterave. Betterave porte-graine, bientôt une réunion pour ceux qui sont concernés, et puis les repousses de betterave. En fait, jusqu'ici, on s'en fichait un peu, parce que de toute façon, même s'il y avait des repousses qu'elles étaient chargées, les néoniques faisaient le travail. Et bien, en fait, il va falloir ramener aussi ce réservoir de virus à zéro. Encore une fois, les variétés, c'est un bazar, un levier majeur. J'ai fait mes études et mes recherches en génétique végétale, et je pense que c'est effectivement quelque chose qui est absolument central, mais ce n'est pas parce que c'est central qu'il faut oublier tout le reste. Merci beaucoup. Alors Stéphane Jézéquel, une dernière question pour vous. Comment on finance tout ça ? Vous avez parlé, on a parlé de recherche, on a parlé de développement, mais il y a aussi l'accompagnement. On a vu tout à l'heure que vous alliez proposer des choses combinatoires. Alors comment on finance tout ça, cet accompagnement, qui va jusqu'à l'enseignement d'ailleurs ? Alors oui, il y a la partie recherche, innovation, puis il y a la partie transfert vers les producteurs et accompagnement. Donc c'est vrai que c'est deux choses différentes. Il y a quand même un driver et un majeur de tout ça qui sont justement les filières, c'est-à-dire l'économie. Un agriculteur, s'il a intérêt à faire une culture parce qu'il y a un débouché, qu'il soit local ou mondial, hein, on le disait, et qu'il y a une rémunération en face, parce qu'on lui a reconnu une spécificité à ce produit-là et que peut-être on peut lui offrir un peu mieux que le prix mondial, bah ça c'est la meilleure incitation. À se former, à acheter une nouvelle semence, à regarder, à s'abonner à un outil peut-être d'aide à la décision un peu plus pointu qui va l'aider. Donc voilà, donc il faut jamais oublier que le meilleur moteur quand même d'une évolution, c'est l'incitation économique, mais ça suffit pas, c'est-à-dire une incitation économique qui coche aussi tous les autres critères de la multiperformance, hein, c'est-à-dire qui permettra aussi d'être meilleur en bilan carbone, etc., etc. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit. Mais l'incitation économique, et je dirais c'est certainement la plus saine, parce que si on respecte cette multiperformance, elle va plutôt avoir peu d'effets pervers, non souhaités au départ, contrairement à la PAC. Alors, je peux tout de suite sauter à la PAC, hein, on en parlait tout à l'heure. Les objectifs de la politique agricole commune sont tellement multiples et quelquefois contradictoires qu'on voit bien, alors déjà il y a l'aspect négociation entre tous les pays européens, c'est jamais facile, bon, mais même quand tout le monde est d'accord à peu près sur les objectifs, quand il faut traduire ça en mesures de la politique agricole commune, avec en plus le noyau dur européen et puis la subsidiarité, maintenant les États membres qui peuvent en fait mettre beaucoup de variations entre l'un et l'autre, voire donc de la distorsion de concurrence, on voit que vouloir réglementer et vouloir faire passer des transitions via la réglementation, c'est bourré d'effets pervers, alors qu'ils peuvent se corriger au fil du temps, hein, mais quand même. Donc ça existe et c'est très incitatif éventuellement, hein, puisque c'est des aides conditionnelles et tout, mais il faut faire très attention aux effets pervers. Donc je dirais que ce n'est pas non plus la panacée. Et puis après, alors vous le citiez, il y a la formation, l'enseignement, qu'elle soit initiale ou continue,
et c'est clair, enfin je pense pour tous les acteurs ici, que accompagner la transition agroécologique, il y a un besoin de formation et d'enseignement qui est colossal, dont on n'a pas encore mesuré l'étendue, tout simplement parce qu'on quitte des formes de préconisation agricole qui étaient très universelles. Vous allez prendre telle variété, tel produit, ça va marcher, vous allez mettre, et comme disait Christian Wick, vous allez vous soustraire un petit peu à vos conditions locales grâce à des intrants. On quitte ça et on va vers de la combinatoire, très adaptée même aux conditions individuelles de la parcelle, donc à des nécessités d'agronomie très pointues, de suivi, de pilotage. Et pour ça, il faut un énorme effort de formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État reproche en quelque sorte à tout notre écosystème-là, et notamment les instituts techniques, de dire oui, on voit bien que vous travaillez, vous avez des solutions, mais elles ne sont pas assez extrapolables, elles ne sont pas massifiées. Et pourquoi elles ne sont pas massifiées? Parce qu'elles sont très compliquées. Et certainement que d'avoir des agriculteurs pionniers qui y vont, ça ne suffit pas. Et que si on veut entraîner tout le monde, il faut un gros effort d'accompagnement et de formation. Merci beaucoup François Rollin. D'ailleurs, vous le constatez, vous, avec les nouveaux coopérateurs, les nouveaux agriculteurs qui arrivent chez vous, est-ce qu'ils ont un meilleur bagage, ceux qui sortent de l'école et qui s'installent? Oui, sans doute. On va avoir foi dans l'enseignement agricole français. On peut aussi aimer le terrain, ça peut aussi nous, sur le terrain. Ce qui est très amusant, c'est que les administrateurs de l'Imagrin, les nouveaux qui montent au conseil d'administration, systématiquement, ils sont envoyés à l'étranger pour regarder autre chose, en disant sortez de votre microcosme français européen pour essayer de voir comment ça se passe ailleurs et envisager l'agriculture sous d'autres réformes que le monolithe. Je voudrais juste dire un mot par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce matin sur ces aspects conjoncturels et structurels, et c'est de se dire, mais vraiment, est-ce qu'on pense que la souveraineté alimentaire, regardons le double salto arrière qu'on a fait sur la souveraineté énergétique, est-ce que vous pensez que la souveraineté alimentaire ne va pas devenir un enjeu absolument central, et du coup, ça va nous emmener à repenser, sans remettre bien sûr à la poubelle tout ce qui a été fait dans toutes les bonnes mesures sur l'agroécologie, mais de se dire, il y a quand même des impératifs qui deviennent absolument prioritaires par rapport à d'autres. Et le fait de voir ça en dehors d'un système purement français européen, je pense que tous les nouveaux agriculteurs devraient avoir l'opportunité d'aller regarder un peu ailleurs ce qui se passe. Je voulais juste réagir sur un point. Je pense qu'il faut sortir de l'idée que agroécologie égale produire moins. En fait, elle égale produire moins, et le Green Deal, c'est pour moi... Il y a 3 grands rapports d'évaluation qui ont été faits quand le Green Deal a été publié, l'USDA, Wageningen et le JRC. Ils ont tous les 3 la même erreur, c'est de faire l'hypothèse qu'il n'y a aucune innovation qui rentre. C'est assez logique. Vous enlevez des moyens de production, ça va produire moins. Mais il faudrait prendre l'ensemble de l'écosystème et l'ensemble des agriculteurs pour des idiots en disant si vous avez plus ça, vous ne ferez rien d'autre. Ben si, il y aura une évolution. Et le monde des semenciers montre à quel point l'innovation est un levier majeur. La vraie difficulté, elle est, est-ce qu'on a une vision de l'endroit où on va aller? Je vais radoter. Et le deuxième, c'est le temps. Comme les temps sont longs, en fait, il faut démarrer suffisamment tôt. C'est un peu ça la question, et c'est un peu la question de la stabilité du signal politique avec un P majuscule qui est plutôt mis en question, en fait. Allez-y, monsieur Jézéchiel. Ouais, je sais qu'on n'a pas le temps, mais juste pour dire aussi qu'il faut que l'agriculteur soit acteur de tout ça. Ce n'est pas juste le consommateur de la formation agronomique ou je ne sais quoi. Il faut qu'il soit acteur, et donc il faut trouver les manières de production de références, de solutions, en l'intégrant en tant qu'acteur, et pas juste en tant que support de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, messieurs. On ne va pas avoir le temps des questions, désolé pour ça, mais les intervenants seront tous ici, à la fois en présence, mais aussi à distance. Les intervenants, comme Semae à GPB, répondront à toutes vos questions. Alors, c'est la fin de cette 3e table ronde. Merci à tous, merci messieurs pour ces échanges.